On va faire aujourd'hui un petit avant-propos méthodologique à propos de la Mecque au 7e siècle pour ne pas confondre le mythe et l'histoire. Pour comprendre le passé, il faut partir du passé. Il ne faut pas partir du futur. Il ne faut pas partir du futur pour juger le passé à partir de ce qu'on est devenu. Pour comprendre ce qu'a été le passé pour les hommes du passé, il faut partir du présent qui a été le leur, c'est-à-dire de leur milieu de vie. Il faut partir de leur milieu de vie de tous les points de vue. Il faut partir de l'environnement géographique et des conditions matérielles dans lesquelles le passé a été vécu. Il faut partir aussi du champ mental dans lequel les hommes du passé ont vécu. Ces principes sont ceux que l'on applique quand on traite historiquement du passé. Le problème, c'est que cette approche historique n'est ni spontanée ni naturelle. Elle s'apprend. C'est pourquoi il semble si difficile à certains de ceux qui entendent mes vidéos de penser le passé pour ce qu'il a été en se mettant à distance de leur présent et de ce qu'ils croient savoir du passé en le regardant avec les lunettes du présent. Quand un homme d'aujourd'hui se penche sur le passé, sans même s'en apercevoir, il part du futur pour parler du passé. Il projette sur le passé la vision, les attentes et les enjeux de son époque. Cela aboutit à reconstruire le passé dans l'imaginaire, et donc forcément autrement que ce qu'il a été. Cette reconstruction répond à des besoins de légitimation quand on est en phase d'expansion. Elle répond aussi à des frustrations collectives en période de crise, comme c'est le cas dans le salafisme actuel. Dans les deux cas, cette reconstruction conduit le plus souvent à valoriser le passé d'une manière outrancière pour pouvoir se référer à lui comme à un modèle idéal et merveilleux. Du point de vue de la chronologie, la prise en charge du passé par le futur commence à intervenir dans le monde musulman après la chute sanglante de la dynastie omeyyade. Le nouveau pouvoir abbasside rompt alors définitivement avec le modèle tribal sociétal et mental de l'origine au 7e siècle. Avant cela, pendant plus d'un siècle, l'alliance d'Allah, qui était la forme première de l'islam, était ouverte seulement aux tribus originaires de la péninsule arabique. S'y ajoutaient, en nombre minime, ceux que les tribus admettaient dans leur rang sous le régime de rattachement du wala, l'affiliation tribale. Les choses changent brutalement à partir de 750, date de prise de pouvoir des Abbassides. Tout sujet de l'empire abbasside, peut dès lors devenir musulman sans restriction, quelle que soit son origine. Mais les populations de l'empire, très diverses, de cultures et de langues différentes, ne savaient rien des modes de vie de la période tribale. Or, ces populations vont avoir besoin collectivement de trouver le moyen de faire société ensemble. Ces populations extérieures à l'Arabie vont avoir besoin de penser le passé pour se donner des références communes. Pour répondre à ce besoin, ces populations vont produire ce qu'on appelle des mythes fondateurs. Cela n'a d'ailleurs rien d'une originalité qui serait propre à l'islam. Ce type de production idéologique intervient partout, en cas de mutation sociétale majeure.
Il faut bien se rendre compte qu'on ne passe pas impunément du modèle restreint de la tribu à celui totalement différent et d'une ampleur sans commune mesure d'un empire. Sachant cela, il faut considérer que pour travailler sur le passé, d'un point de vue historique, on est en présence de deux corpus distincts. Le corpus le plus ancien, c'est le texte du Coran. Le texte du Coran fait largement écho à la situation du terrain premier, celui de l'Arabie tribale. Le second corpus, c'est l'ensemble de la production des textes de la sira, du tafsir et du hadith, et aussi des textes juridiques qui appartiennent tous à la phase impériale. Avec ce second corpus, on est donc déjà dans le futur, qui se représente le passé à la lumière des enjeux de son présent. Il s'agit alors de produire une représentation du passé qui serve de modèle intégrateur aux diverses composantes de la nouvelle société impériale. Quant à aujourd'hui, quand on se représente le passé, en ne respectant pas les règles de la méthode historique, eh bien, sans s'en rendre compte, on invente le passé en fonction des croyances du présent. C'est ainsi que l'on s'imagine que les deux voyages caravaniers évoqués dans la sourate 106 sont quasiment l'équivalent d'un trafic international. On fait quasiment de la Mecque une Dubaï du 7e siècle. Quant à la mer Rouge toute proche, elle devient un axe de transport majeur qui semble d'évidence. Aucun élément matériel qui renvoie au terrain réel de la Mecque au 7e siècle ne met un frein à ces débordements imaginaires. Or, ces débordements se nourrissent du mélange de la surévaluation de la cité d'origine de l'islam qui se met en place dès le 9e siècle et de convictions actuelles ancrées qui ne veulent pas se laisser ébranler. Je ferai prochainement une vidéo sur ce que l'on peut dire historiquement du poids économique de la Mecque au 7e siècle et je parlerai des fameux 2 voyages. Je peux vous assurer dès à présent que, d'un point de vue géographique et historique, la Mecque n'a jamais été une grande cité caravanière, contrairement à ce qu'on peut lire un peu partout. Quant à la côte de la mer proche, aucun bateau marchand n'y faisait escale. Le trafic maritime passait au large. Les ports marchands se trouvaient fort éloignés au sud et au nord, donc très loin de la côte proche de la Mecque. S'agissant enfin de la grande poésie arabe ancienne, c'est bien loin de la Mecque qu'elle se disait. Les grands poètes tribaux vivaient dans les grandes tribus du Najd, le plateau central de la péninsule arabique, et pas du tout dans la partie montagneuse et volcanique de l'ouest, en bordure de la mer Rouge, là où se trouve la Mecque. Je vous laisse réfléchir à ces règles de la méthode historique qui permettent de rendre le passé à ce qu'il a été vraiment, sans se laisser abuser par des fantasmes aussi merveilleux qu'ils paraissent. À bientôt.